Donc il y a eu des difficultés de démarrage, notamment parce que les personnalités qui ont été nommées, notamment le premier procureur qui a été élu par les États partis à la Cour, les États membres, eh bien, avaient une politique pénale qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on attendait d'un procureur d'une Cour permanente. Et donc ça a rendu un peu difficile les 10-12 premières années d'exercice de la Cour, notamment parce qu'il y avait une difficulté de naissance de la Cour, c'est que il y a simplement aujourd'hui 124 États qui ont ratifié son traité et qu'elle n'est compétente que pour les crimes commis sur le territoire de ces États-là, notamment, et que la difficulté, c'était qu'elle voulait essayer de ramener dans son giron des États et des puissances, notamment, qui n'avaient pas ratifié son traité. Donc il y a par exemple la Russie, l'Inde, Israël, la Chine et les États-Unis. Au départ, le premier procureur en fait a tenté essayer de rallier notamment les États-Unis à cette cour, essayer de rallier un maximum d'États, mais les États-Unis. Donc il y a une politique qui a été finalement guidée par ces questions par cet objectif d'universalité qui était peut-être un petit peu précoce parce que la Cour sera peut-être universelle un jour, mais enfin ça prendra un certain temps. Il faut rappeler que le traité a été ratifié seulement en 98, donc voilà, c'est quand même, on est aujourd'hui encore déjà à 124 États membres. Donc voilà, mais il se trouve que les membres de la Cour, et notamment son procureur, ont couru après cette universalité et qu'ils ont plutôt tenté de satisfaire les États, de ne pas faire peur à ceux qui forcément craignaient cette Cour, puisque c'est une Cour qui allait potentiellement et qui va potentiellement poursuivre leurs officiers supérieurs, leurs ministres, leurs présidents, etc. Donc il y avait forcément une crainte en adhérant à cette Cour. Et donc les 10-12 premières années d'enquête ont été conduites avec cet objectif-là, qui a servi en quelque sorte de politique pénale, alors que la politique pénale du procureur aurait dû être tout autre chose et basée plutôt sur des considérations par rapport aux crimes qui pouvaient être commis dans les différents États. Donc ça, c'est une des explications. La seconde explication, elle est un peu plus anecdotique, mais le personnel recruté au sein de cette cour était finalement, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de direction de politique pénale très claire au sein du bureau du procureur a entraîné beaucoup de difficultés et les enquêteurs qui ont été embauchés n'étaient pas forcément des enquêteurs très qualifiés pour pouvoir quand même enquêter sur des terrains d'après-guerre. C'est quand même toujours forcément compliqué. Et donc il y a eu énormément de dossiers qui se sont soldés à la fin par des non-lieux. Et voilà, énormément d'affaires qui n'ont pas abouti. Et on est en 2016, donc 14 ans après le début, l'ouverture de la Cour, et bien, il y a seulement 5 jugements qui ont été rendus. Donc voilà, c'est deux explications des difficultés de cette Cour à l'origine, au départ. Je pense que c'est ce qu'on appelle la complémentarité, c'est-à-dire que ce sont les États qui ont primauté et la Cour n'intervient qu'en dernier ressort si les États n'ont pas les moyens, c'est-à-dire pas les tribunaux, pas les moyens logistiques ou n'ont pas la volonté politique d'engager des poursuites. Et à partir de là, si le procureur constate qu'un État ne souhaite pas ou n'a pas les moyens d'engager des procès, que des crimes de son ressort ont été commis, des crimes contre l'humanité, génocide ou crimes de guerre, et bien à ce moment-là, la Cour peut s'emparer d'une affaire. Et ce qu'il s'est passé, c'est que les États, ne souhaitant évidemment pas retrouver un de leurs ressortissants devant cette Cour, préfèrent quand même toujours laver un peu le linge sale en famille, les États ont préféré, ont lentement en fait essayé de modifier leurs codes pénaux pour se rendre compétents au cas où il y ait des crimes qui soient commis. Donc les États ont intégré dans leurs codes pénaux les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, ont essayé d'adapter lentement leur code pénal finalement aux
considération de la Cour pénale internationale. Et donc ça, c'est une avancée. Alors c'est pas encore fait, hein, ça avance très très lentement, à petits pas. Les États s'adaptent, ils créent par exemple des organes de protection pour les témoins, donc ils mettent en place un système judiciaire qui soit prêt pour éventuellement juger des responsables de crimes de guerre. Et donc là, je pense que c'est un des grands succès de la Cour, puisque petit à petit, eh bien, on voit que les États s'ouvrent de plus en plus à la possibilité de juger chez eux, alors pas forcément parce qu'ils sont très vertueux, mais simplement parce qu'ils sentent bien que c'est une pression extérieure, que c'est une menace, que c'est une perte de souveraineté, et que donc pour conserver cette souveraineté, eh bien, ils réforment et ils adaptent leur code pénal. Voilà, je pense que c'est le plus grand succès jusqu'ici de la CPI. Ça va être forcément compliqué. Je ne sais pas si c'est du fait qu'il soit occidental. Simplement, ça sera compliqué parce que ils font partie des puissances. Donc, de ce côté-là, ça sera compliqué. Par contre, il y a des possibilités. La Cour pénale, par exemple, a ouvert ce qu'on appelle des examens préliminaires. C'est procédure avant enquête en Afghanistan, en Irak. Et donc la Cour aurait potentiellement la possibilité de poursuivre sur l'Irak et sur l'Afghanistan des forces soit américaines, soit britanniques. L'Afghanistan a ratifié le traité de la Cour, donc tous les crimes commis sur son territoire, quelle que soit la nationalité des ressortissants, des personnes qui commettent ces crimes, la Cour peut engager des poursuites contre ces personnes-là. Donc, effectivement, les cas de torture ou les cas de... Eh bien, la Cour peut s'en emparer et la procureure est en train de conduire un bras de fer assez sérieux avec les Américains en demandant aux Américains il semblerait que des crimes aient été commis, j'ai tel et tel document, vous-même, vos institutions elles-mêmes produisent des rapports, et donc sur cette base-là, moi je vous demande des compléments d'information, je vous demande une coopération, etc. Donc voilà, là, pour l'instant on en est là. Évidemment, ça sera très difficile à la Cour d'ouvrir une enquête. Alors pas en Afghanistan, il est très possible que dans les prochains mois, la Cour puisse ouvrir une enquête en Afghanistan. Est-ce qu'elle ira viser les talibans ou est-ce qu'elle ira viser les forces américaines en Afghanistan? Voilà, ça sera toute la question. Et on peut supposer que ça sera extrêmement compliqué, qu'évidemment la justice américaine pourra dire je juge sur mon territoire, donc vous n'avez pas compétence, mais il y aura encore beaucoup d'autres arguments, des accords bilatéraux passés avec l'Afghanistan, assurant un non-transfèrement de personnes à la Cour pénale internationale. Enfin, il y a un certain nombre d'outils dont les États-Unis se sont équipés et qui permettent d'essayer d'éviter des poursuites de la Cour. Sur le cas de Tony Blair, il y a une porte aussi. La procureure mène aussi un examen préliminaire, donc préalable à l'enquête, sur les crimes commis en Irak, et notamment sur les crimes commis par les forces britanniques en Irak, de nombreux cas de torture, etc., etc. Elle avance très très progressivement, très lentement. Pourquoi? Parce qu'on sait évidemment que ce sont des dossiers sensibles, et donc elle avance à petits pas pour parvenir à quelque chose. Et là, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des enquêtes qui sont conduites au Royaume-Uni sur ces questions-là contre un certain nombre d'individus, pas forcément évidemment les plus hauts gradés, mais contre un certain nombre d'individus, et que le Royaume-Uni essaie de dire, mais attendez, on poursuit. Il y a eu tel et tel fait, tel et tel événement à tel et tel endroit, et on poursuit, on engage des procès, etc. Sauf que ça devient de plus en plus compliqué, parce que notamment avec le rapport Chilco ou avec d'autres informations qu'a pu récupérer le procureur, on ne parle pas de cas isolés de soldats qui auraient commis des tortures à tel ou tel endroit, mais on parle d'une politique qui a été conduite au plus haut niveau de l'état-major britannique. Et c'est ce que la procureure, c'est dans cette direction que semble aller la procureure. Alors que donc l'existence même de cet examen préliminaire devrait, en tout cas sert à pousser les Britanniques à juger devant leurs propres tribunaux des responsables. Alors Tony Blair, c'est quand même aussi assez compliqué
d'arriver jusque-là pour des raisons légales. Il faut pouvoir montrer le lien de cause à effet entre le crime commis sur le territoire et puis la responsabilité de la personne. Mais on peut avoir des responsables assez haut placés qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Après, tout est une question aussi de volonté politique et puis de temps. Ça aurait été inenvisageable, évidemment, il y a 7 ans. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de plus en plus possible. Il y a le rapport Chilcot qui est sorti, donc il y a une certaine... il y a des éléments. Donc voilà, après, à quel moment potentiellement ça peut se faire, c'est aussi...